Chaque entretien commence avec la lecture d'une des dates de cette histoire mondiale de la France par un ou une élève de l'ERACM, l'école régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille. En l'occurrence, c'est 1994 qui nous est lu au micro par Thibeu Marc-Henri Brissigadou. Bonjour à vous. Bonjour. Je commence, oui. « 1994, Rwanda, les ambiguïtés de l'opération turquoise. Colline de Bisesero, à l'ouest du Rwanda, fin juin 1994. Vestine, son prénom a été modifié, est morte 3 fois déjà. Le 9 avril, dans sa commune natale de Mabansa, les tueurs, ses voisins, lui arrachent le bas du visage à coups de gourdin avant de la jeter dans une fosse avec une femme et son nourrisson. Elle parvient à fuir vers Kibuye. Arrêtée à une barrière, elle traverse sa 2e mort. Elle est violée. Elle est ensuite escortée par les tueurs au stade de Kibuye, où elle retrouve sa famille parmi une foule de milliers de réfugiés Tutsis en sursis. Le 18 avril, sur ordre du préfet, près de 10 000 personnes périssent. Parmi elles, les proches de Vestine. Bara Twitse, ils nous ont tués, souffle Vestine quand elle me raconte l'assassinat en masse des siens 20 ans après. Au petit matin, Vestine réussit à sortir du stade parmi la maigre cohorte des survivants qui rejoignent les hautes montagnes de Bisesero, où la population Tutsi résiste aux assauts répétés des bandes meurtrières. Le 13 mai 1994, l'attaque finale est lancée. Son exécution, coordonnée, a exigé la réunion du gouvernement, de l'administration locale et de l'armée. Cernée de toutes parts et visée par des tirs d'obus et de roquettes, peu de réfugiés Tutsis échappent à l'étau meurtrier. Vestine, elle, se terre dans une grotte. À l'évidence, l'engagement de l'opération turquoise le 22 juin 1994 n'est pas vécu avec la neutralité dont se réclament alors les officiers et au premier chef les responsables politiques qui en prirent l'initiative lors du conseil restreint du 15 juin à l'Élysée. La neutralité revendiquée à l'endroit des belligérants convient bien aux représentations politiques françaises, qui jamais ne soulignent le caractère profondément asymétrique de la violence du génocide, mais affirment au contraire la réciprocité des tueries entre maquis Tutsi et milices Hutus. Justifiée par des motifs exclusivement humanitaires, la décision de mettre en œuvre l'opération turquoise intervient pourtant très tardivement. À Kibuye, chez Vestine, 80% des Tutsis ont été exterminés entre le 12 et le 21 avril. À la lecture des rares témoignages d'officiers français, on s'étonne du contraste entre le retard de l'intervention au regard de la chronologie du génocide et la précipitation avec laquelle elle est mise en œuvre une fois décidée. Si le calendrier de l'opération turquoise ne s'explique pas par la temporalité du génocide des Tutsis, peut-être faut-il regarder du côté de la chronologie de la guerre qui oppose dans le même temps les forces gouvernementales et le FPR, Front populaire rwandais. L'hostilité des autorités françaises envers le FPR s'exprime sans détour. Les oripeaux humanitaires de l'opération turquoise ne trompent pas les officiers supérieurs du FPR. Ces derniers s'inquiètent tout particulièrement des visées françaises sur la ville de Boutar, au sud, à partir de laquelle la partition du pays serait scellée en 2 territoires d'égale importance et dont les frontières épouseraient les contours de 2 hypothétiques Tutsiland et Hutuland. Le 30 juin 1994, le capitaine Guillaume Ancel, spécialiste du guidage des frappes aériennes, reçoit à Bukavu, au Zaïre, l'ordre de stopper l'avancée des soldats du FPR. Le lendemain,
l'ordre est annulé. Depuis, l'officier s'interroge sur la portée de cet ordre, reçu puis annulé en moins de 24 heures. Stopper l'avancée du FPR implique de mettre un coup d'arrêt à la progression de l'unique force susceptible de mettre un terme au génocide des Tutsis. Comment rendre compte d'un tel aveuglement? Impossible d'invoquer ici l'absence d'informations fiables. Dès le 22 juin, les services de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, produisent une note évaluant les risques d'enlisement des forces françaises au Rwanda. Ces derniers concluent l'exposé des divers scénarios possibles par cette mise en garde particulièrement nette. Quelle que soit l'option retenue, le danger est grand pour la France de se voir accusée, au mieux, de n'avoir pu remplir la mission qui lui avait été confiée, au pire de passer pour complice de l'actuel gouvernement rwandais. Merci beaucoup à vous. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Hélène Dumas, qui est l'auteur du texte dont vous avez entendu de larges extraits. Vous êtes, bonjour Hélène, chargée de recherche au CNRS. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre essentiel si on veut comprendre ce qui s'est passé au printemps 1994 au pays des Mille Collines, qui s'intitule « Le génocide au village ». C'était publié au Seuil. Peut-être première question, c'est-à-dire que bon voilà, il y a ce livre que vous avez fait. Là, on vous demande d'écrire, c'était le contrat de cette histoire mondiale de la France, un texte de 10 000 signes. Comment est-ce qu'on écrit le génocide des Tutsis du Rwanda en 10 000 signes sans en faire le génocide pour les nuls? Bien, bonjour à toutes et à tous, merci. Alors, c'était effectivement une gageure d'écrire. La commande était plus précisément d'écrire sur l'opération turquoise, donc sur les responsabilités françaises dans le génocide et plus globalement la politique française entre 1990 et 1994. Alors, c'est une histoire, l'histoire du génocide des Tutsis est une histoire peu connue, mal connue en France. C'est un des génocides du XXe siècle qui fait peut-être pâtit d'une méconnaissance assez importante dans le grand public. Donc il y avait cet enjeu-là de faire comprendre aussi ce qu'a été le génocide des Tutsis et également les ambiguïtés, et plus que les ambiguïtés, donc de la politique française au Rwanda à cette période. Donc vous imaginez en 10 000 signes, sans note de bas de page, ça représente quand même un défi important pour un historien. Alors, il y avait une petite consigne également, c'était qu'il fallait raconter. Donc il fallait faire preuve d'un art du récit. Et j'ai choisi de partir du point de vue rwandais. C'était très important pour moi pour éviter, encore une fois, de parler de cette histoire de notre point de vue de Français et de donner voix aux Rwandais eux-mêmes. Et en partant donc de cette confrontation assez brutale à l'événement qui a été le génocide à travers le témoignage donc de cette femme, Vestine, que j'ai recueillie donc au Rwanda en 2015. Et puis, quelque chose m'avait frappée. C'était des vidéos où on voyait les soldats français arriver sur les routes de cette région de l'ouest du Rwanda. Et sur le bord des routes, les gens chantaient le sort des Inyenzi est scellé. Les Inyenzi, ça veut dire cafard en Kinyarwanda, et c'est un terme qui désignait les Tutsis. Donc les soldats français étaient perçus par les tueurs comme leurs alliés. Donc l'idée, c'était de partir des deux points de vue. Le point de vue d'une rescapée qui, elle, a peur des militaires français, et du point de vue des tueurs sur les routes qui accueillaient les militaires français comme des sauveurs. Oui, parce que ça, il faut préciser quand même, Hélène Dumas, que vous êtes sans doute une des rares chercheuses françaises à connaître la langue du pays, et que ça change quand même beaucoup la manière dont on peut appréhender cette histoire, parce qu'on a tous vu ces images où effectivement on voit les troupes de turquoise et des gens qui brandissent des petits drapeaux, notamment tricolores, mais quand on entend ce que les gens disent, ça change complètement ce qu'on croit voir.
Tout à fait. Et je pense qu'à l'époque, les militaires français, évidemment, qui débarquent dans le cadre de l'opération turquoise, ne comprennent absolument pas la nature, le sens des chants qui sont entonnés à leur arrivée. Mais moi, ça m'a frappée parce que je revenais d'un long séjour au Rwanda où j'avais traduit beaucoup de témoignages de rescapés, et cette expression était récurrente dans les récits. Donc ça m'a vraiment frappée quand j'ai entendu Akachu Kinyenzi Kasho Otse, c'est le sort des Inyendi et Sélé, et donc les militaires français sont perçus comme des alliés. Et alors comment est-ce qu'on explique ça, qu'une opération qui est une opération quand même qui se présente comme une humanitaire, avec l'aval de l'ONU, soit reçue par les Hutus comme, au fond, une aide envers eux? Alors on ne peut pas comprendre ces réactions contrastées, hein. Donc je voulais vraiment partir de ce contraste entre la crainte, voire la panique même des rescapés à voir ces militaires français arriver à Bicêtre, et puis ces tueurs, ces tueurs rwandais qui les accueillent avec des cris aux accents martiaux. On ne peut pas comprendre cela si on ne revient pas un petit peu en arrière, hein, et à partir de 1990, à partir de la guerre qui est déclenchée en octobre 1990 par les troupes du Front patriotique rwandais, qui est un mouvement qui est né parmi les descendants des exilés Tutsis des années 60, hein, puisque le génocide de 1994 a été précédé d'une série de pogroms. Eh bien, ces troupes du FPR décident de rentrer par les armes au Rwanda. Et dès le début de la guerre, les autorités françaises décident de soutenir, à grand renfort d'opérations militaires, de matériel également, le régime en place, qui est un régime qui se définit comme Hutu. Je dis qu'il se définit comme Hutu car il faut faire attention dans cette histoire à ne pas avoir une lecture ethnicisante, hein. C'est-à-dire tous les Hutus n'étaient pas des extrémistes, beaucoup ont également péri et ont tenté de sauver des Tutsis pendant le génocide, et de la même manière tous les Tutsis n'étaient pas des affidés du FPR. Mais en tout cas, cette lecture ethnicisante, elle est structurante dans la vision française, et elle justifie, dans un pays sans ressources stratégiques, un soutien sans faille à un régime qui, dès 1990 et jusqu'en 1994, jusqu'au génocide, va mettre en œuvre une série de massacres qui ne sont pas du tout cachés, hein. On en parle dans la presse. Dès 1990, l'attaché de défense de coopération militaire à l'ambassade prévient les autorités, à l'ambassade, l'ambassadeur Martre, à l'époque, en lui disant si cette guerre se poursuit, cela pourrait aboutir à l'extermination totale de la communauté Tutsi. Ces avertissements, ils sont produits dès le déclenchement de la guerre en 1990, et ils ne découragent pas le soutien français au régime Hutu de Juvénial Habyarimana. Et comment est-ce qu'on explique alors cette hostilité permanente de 90 jusqu'en 94 des autorités françaises au FPR? C'est très étrange parce qu'il n'y a pas d'intérêt stratégique au Rwanda. Il n'y a pas de mines, il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas d'intérêt stratégique français à défendre dans ce pays. Donc on a du mal, si vous voulez, à comprendre la disproportion entre un engagement militaire, diplomatique, politique massif et les enjeux qui sont nuls presque. Alors, il faut, je pense, revenir à une forme de... Il faut essayer de se représenter l'univers mental, hein, des responsables politiques de l'époque, et en particulier de François Mitterrand, qui est alors président de la République. Pour lui, le Front patriotique rwandais est perçu comme un mouvement anglophone, un front anglophone, qui donc, c'est le front anglophone qui attaquerait un bastion de la francophonie. Bon, cette vision, elle ne résiste pas aux faits. Si le Front patriotique rwandais s'est bien structuré dans son état-major en Ouganda, et il est vrai que les officiers du Front patriotique rwandais sont pour la plupart anglophones, la majorité des troupes du Front patriotique rwandais sont recrutées au Congo et au Burundi et sont par conséquent francophones.
Voilà, donc il y a cette idée d'une attaque de l'anglophonie contre la francophonie, et c'est la seule raison qu'on puisse avancer pour expliquer un tel engagement. Et c'est vrai qu'au regard de la gravité des faits, on s'étonne de cette disproportion. Oui, parce que vous titrez votre notule de l'histoire mondiale de la France, Rwanda, les ambiguïtés de l'opération turquoise. En fait, une fois qu'on a lu vos textes, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Non, il n'y en a aucune en fait. Le soutien vient au régime qui était le régime allié. Alors évidemment, comme il y a eu le génocide et que quelques images, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le génocide des Tutsis n'est pas un génocide qui s'est produit sous les caméras du monde entier, mais c'est un génocide qui s'est produit vraiment à huis clos. Il y a quand même la nécessité de masquer cette opération avec des oripeaux humanitaires. Et de fait, l'opération turquoise a permis de sauver des milliers de vies, des milliers de Tutsis. Mais elle est faussée dès le départ en son principe par les accointances entre le régime, la France, et le régime extrémiste. Il faut rappeler que la France est le seul pays à avoir reçu de manière officielle des représentants du gouvernement intérimaire qui étaient en train d'organiser et de commettre donc, le génocide des Tutsis au Rwanda. Est-ce que, justement, là-dessus, vous soulignez quelque chose qu'on a entendu dans le texte, mais que je pense qu'il faut préciser, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au moins d'hypocrite, pour ne pas dire honteux, à revendiquer une neutralité qui serait la base vis-à-vis des belligérants, qui serait la base d'une opération humanitaire, alors qu'on est quand même dans un contexte de génocide où la violence, elle est forcément dissymétrique. Oui, tout à fait. En fait, et là encore, les autorités françaises de l'époque, elles ne sont pas les seules à avoir eu cette lecture du génocide. C'est qu'elles ont une lecture en termes ethniques. Dans le texte, il y a les Maquis Hutus et les rebelles Tutsis. Voilà, c'est perçu. Ce génocide n'est pas perçu comme un génocide. Il n'est pas vu, analysé comme un génocide, mais comme une guerre interethnique. Et là, il faut réfléchir sur le racisme, il n'y a pas d'autre mot, qui habite, encore une fois, qui structure l'univers mental de nos responsables politiques. Puisque en Afrique, il ne peut pas y avoir de génocide, les Noirs sont trop bêtes ou pas assez sophistiqués pour être, comme les nazis, les organisateurs d'un génocide. Et donc, en Afrique, c'est forcément des sauvages qui s'entretuent. C'est comme ça que l'événement est décrit. Et encore aujourd'hui, dans certains milieux, il est très difficile de faire comprendre qu'il s'agit bien d'un génocide et pas d'une guerre interethnique où Hutus et Tutsis se seraient entre-massacrés. Non. Quand on assassine de manière indistincte femmes, enfants, hommes, jeunes, du plus jeune au vieillard, eh bien, on est dans une violence radicale qui est singulière, qui est celle d'un génocide et non pas dans une furie interethnique. Tout à l'heure, en introduction, vous disiez que ce génocide dont on a commémoré les 25 ans au printemps dernier restait mal connu. Et vous parliez aussi donc de l'implication des autorités françaises comme, sinon co-belligérants, en tout cas co-acteurs. Est-ce que pour vous c'est lié cette méconnaissance, ou c'est juste la méconnaissance vis-à-vis d'un génocide qui a l'air lointain, ou est-ce que le verrou politique entraîne un verrou dans la société française ? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas lié. Au contraire, je pense que la société civile française, que ce soit en termes de recherche, d'enseignement, de mobilisation citoyenne aussi, avec beaucoup d'acteurs militants et de journalistes aussi qui font un excellent travail sur cette question, est très avancée. Alors il y a un paradoxe si on compare avec la Belgique, par exemple, où la Belgique a connu des avancées très importantes sur cette question très tôt, puisque dès 2000, ce pays présente ses excuses au Rwanda pour le rôle qu'elle a joué dans la partition raciale de la société rwandaise et aussi pendant le génocide, dans l'encouragement auprès du Conseil de sécurité au retrait des troupes des Nations Unies. La Belgique, très tôt, la Belgique officielle, très tôt, prend les devants sur cette question. Et cette année, lors de la commémoration du génocide des Tutsis donc, au Rwanda, le Premier ministre belge, Charles Michel, a fait un discours absolument exemplaire
hein, sur cette question. En revanche, c'est en Belgique, dans la société civile belge, que l'on trouve un nombre très important de négationnistes qui se structurent en association et font porter leur voix. En France, c'est plus difficile parce que il y a quand même une reconnaissance malgré tout qu'il s'est passé quelque chose de grave au Rwanda et qu'on ne peut pas dire absolument n'importe quoi. Je donnerai un exemple. Par exemple, il y a eu des procès en France sur la base de la compétence universelle et à ce jour, 3 personnes ont été condamnées pour leur rôle dans le génocide. Eh bien, dans la cour d'assises, il était impensable d'utiliser une autre expression que génocide des Tutsis. Par exemple, c'était pas possible de dire génocide rwandais. Génocide rwandais, c'est une expression qui renvoie justement à ce cliché de la guerre interethnique. Donc quand même, politiquement, on n'est pas très avancé en France, mais la société civile est beaucoup plus informée, en tout cas, qu'en Belgique, par exemple. Je reviens à votre texte et donc ce que vous dites de l'importance de partir du terrain et de partir du point de vue de cette Tutsi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de garder l'anonymat de Vestine, cette survivante dont vous dites qu'elle est morte 3 fois déjà, alors que, on le sait, le génocide, il a fait entre 800 000 et 1 million de morts, mais si on parle de victimes, si on met les mutilés, les orphelins, les traumatisés, c'est beaucoup plus. J'imagine que vous ne gardez pas à chaque fois l'anonymat. Qu'est-ce qui vous décide à la fois donner un point de vue très subjectif qui permet à hauteur d'homme de montrer ce que ça a été l'arrivée des troupes françaises qui ne sont pas du tout venues comme les sauveurs après justement ces centaines de milliers de morts en quelques semaines. Mais là, pourquoi est-ce que comment en tant que chercheuse, là, chercheuse sur des sujets qui restent très très présents, vous circulez là-dedans? C'est une question compliquée, celle de l'anonymat et de la non-anonymisation. C'est parce que Vestine m'a raconté son histoire pendant de longues heures avec une autre amie rescapée qui, elle, a perdu également toute sa famille dans le stade de Kibuye, à Gatwaro, et elles sont de la même région. Donc elle savait que c'était enregistré, et Vestine est très heureuse que son témoignage ait été gardé dans un écrin, puisqu'elle m'a dit, comme je suis la seule survivante de ma famille, si je meurs, mon histoire va disparaître. Donc à la fois, il y a cette volonté de déposer ce récit aussi devant un tiers étranger, moi j'étais pas impliquée, je suis pas du tout impliquée dans les micro-politiques locales de Mabanza, et en même temps elle a été violée et je pense pas que elle l'a pas dit de cette manière, elle a utilisé une expression Myam Furambi qui renvoie maintenant de manière presque explicite maintenant au viol, mais elle n'a pas dit qu'elle avait été violée de cette manière. Donc je ne voulais pas exposer en tout cas cette histoire-là du viol avec son nom au lectorat, au public. Voilà, je pense que c'est essentiellement, si elle n'avait pas été violée, je pense que j'aurais gardé son nom. Se pose cette question de l'anonymisation de la même manière sur le travail que je suis en train de mener actuellement sur des récits d'enfants rescapés, puisque ce sont des récits extrêmement durs, transparents à la violence, qui racontent l'humiliation, y compris des humiliations corporelles, le fait d'avoir des poux, donc ça va très très loin dans la description de ce que fait un génocide au corps. Et ils racontent ça parce qu'ils sont entre rescapés. Voilà, ils vont jusque-là dans le récit parce qu'ils écrivent pour une association de rescapés. Donc, tant que je ne les aurais pas retrouvés ou demandé leur autorisation pour rendre public leur texte, je ne le ferai pas. Mais se pose un problème, c'est qu'on peut rendre anonymes les vivants, mais qu'est-ce qu'on fait des morts? Voilà, et ça c'est une grande question, puisque les disparus, je ne peux pas changer leur identité, ce serait les tuer une deuxième fois. Alors au Rwanda, il y a un système il n'y a pas de patronyme, donc du coup c'est peut-être un peu plus aisé, c'est-à-dire on ne va pas retrouver forcément une personne par son patronyme, donc ça rend les choses peut-être un peu moins compliquées, mais pour moi il était impossible aussi de
modifier le nom des disparus. Vous avez employé cette expression qu'on emploie très souvent sur le génocide des Tutsis, de dernier génocide du XXe siècle, ce qui est déjà une manière de le situer par rapport aux autres génocides. Est-ce que c'est le fait, on entendait dans le début de votre texte, que la première mort de Vestine, c'est celle provoquée par les voisins? Est-ce que c'est le fait d'avoir été ce génocide de proximité, une expression qu'il faut elle-même expliciter, qui le distingue principalement des autres génocides du XXe siècle? Oui, et c'est peut-être à la fois son efficacité, puisque 1 million de morts en 3 mois, il faut quand même que les tueurs aient une forme de sophistication, de contrôle du territoire, de contrôle des victimes pour produire une production létale aussi importante. Donc c'est pas du tout un génocide de fous, de tueries non contrôlées. Au contraire, les chiffres parlent pour une grande efficacité, une grande sophistication de l'organisation de ce génocide. Et pourtant, effectivement, le fait ce projet génocide ait été pris en charge, exécuté par les communautés de voisins, de paroissiens, par la société civile, a pu alimenter cette lecture en termes de furie interethnique. Or, même si l'on regarde de très près la manière dont les voisins se sont organisés pour assurer l'efficacité des massacres, on se rend compte de manière assez effroyable qu'ils ont investi toutes les ressources de leur intelligence, du social, de la topographie, dans la mise à mort de leurs voisins. Donc il y a une intelligence meurtrière qui est tout à fait effrayante dans ce génocide. Et c'est ça aussi qui est difficile à comprendre, parce qu'il y a eu un basculement dans des communautés où les gens avaient l'habitude de vivre en symbiose. Voilà. Et ça, c'est très compliqué à comprendre, parce qu'on a l'habitude, plutôt ici dans nos représentations du génocide, des représentations aussi de la Shoah, avec un État nazi très structuré, qui, lui, porte sa violence vers l'Est, notamment. Et là, c'est pas du tout les mêmes mécanismes, même si l'État au Rwanda a joué un rôle essentiel dans la mise à mort. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a vraiment ces deux logiques, la logique étatique, une logique verticale qu'on va retrouver dans les autres génocides du XXe siècle, et cette dynamique meurtrière horizontale qui est produite par les communautés, que ce soit les voisins, les paroisses, les hôpitaux, tous les lieux du quotidien ont été investis par le massacre. Alors, ce qu'on n'a pas encore dit sur ce texte et la date et l'événement dont il parle, c'est qu'il n'était pas présent dans la version initiale de l'histoire mondiale de la France. Non. Là, dans cette version-là, il y a 15 textes rajoutés dont il en fait partie. Une histoire mondiale de la France qui pourtant, comme son titre l'indique, est mondiale et ne fait l'impasse ni sur Vichy, ni sur l'Algérie. Est-ce que ce lapsus vous semble révélateur de quelque chose? Oui. Il est révélateur d'une forme d'inconscience. C'est quand même tout à fait étrange, effectivement, d'avoir dans l'histoire de France du XXe siècle quelque chose sur Vichy, sur l'Algérie, et d'oublier le Rwanda, qui est quand même un événement extrêmement important. C'est un génocide, et dans lequel notre pays a une part de responsabilité. Donc si on devait, dans cette histoire mondiale, se pencher aussi sur les heures sombres, les pages sombres plutôt de l'histoire de notre pays, c'est un peu étrange que le Rwanda ait été oublié dans la première édition. Alors vous savez, ils se sont rattrapés dans l'édition de poche, et peut-être celle-là sera plus accessible, je l'espère. Mais c'est le signe de cette inconscience. On n'y pense pas de manière spontanée, comme on pense à Vichy ou on pense à la guerre d'Algérie. Et je pense, pour ma part, que l'absence de reconnaissance du politique dans cette affaire est liée à cela. Voilà. Par exemple, dans les programmes scolaires, il y a le génocide des Arméniens, la Shoah, et il n'y a pas le Rwanda. Donc, normalement, en 2020, ils devraient intégrer les nouveaux programmes scolaires, mais ça n'est pas, là encore, le Rwanda a été oublié. Mais alors,
je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire malgré tout, parce qu'il y a quand même une spécificité par rapport à l'Algérie, par rapport à d'autres dates dont parle la Nouvelle-Calédonie est présente dans ce livre, Madagascar est présente, au sens où le Rwanda n'était pas une colonie française, c'était une colonie belge. Du coup, à quel titre une date 94 doit trouver sa place dans une histoire de France? Est-ce que c'est à cause de l'opération turquoise ou aussi pour d'autres raisons? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, certes, ça concerne la France, mais c'est pas vraiment partie prenante de l'histoire mondiale de la France, si on devait... certes, le Rwanda n'est pas une colonie, une ancienne colonie française, mais l'histoire de l'engagement militaire et politique français à partir de 1990 et jusqu'à après le génocide, puisqu'il y a encore des soupçons de livraison d'armes aux tueurs après dans les camps du Zaïre, enfin, que le fait que notre pays soit mêlé de très près à l'histoire du dernier génocide du XXe siècle, en soi légitime le fait qu'il se retrouve dans une histoire mondiale de la France. C'est pas tellement parce que c'est le Rwanda et que c'est pas une ancienne colonie, c'est parce que c'est un génocide. C'est ça qui... parce que la France a vendu beaucoup d'armes à beaucoup de pays. Oui, mais là, elle a vendu vraiment des armes, elle a soutenu, elle a participé au combat donc entre 1990 et 1994, aux côtés d'un régime qui préparait l'extermination de sa population, d'une partie de sa population. Donc c'est pas exactement de la même nature. Parce que là, depuis c'est la 6e séance où on parle de cette histoire mondiale de la France et on a beaucoup parlé de la manière dont elle avait été ciblée par les conservateurs, par les réactionnaires qui disent qu'elle fait la part trop belle aux apports extérieurs, à l'immigration, à des choses comme ça. Et là, en fait, on se rend compte que malgré tout, une histoire mondiale, même une histoire mondiale de la France, se départit pas peut-être d'une forme d'aveuglement patriotique. Non, alors si les conservateurs lisent le texte sur l'opération turquoise, je pense qu'ils vont, ça va apporter de l'eau à leur moulin critique, parce que effectivement, dans les milieux très conservateurs, il s'agit de défendre l'honneur de l'armée française. Donc voilà, effectivement, c'est pas du tout une histoire patriotique, et c'est là d'autant moins, je pense, que le texte, en tout cas j'y ai apporté du soin, restitue tous les points de vue, et en premier lieu les points de vue des Rwandais. Il était hors de question de commencer ce texte par une citation de François Mitterrand ou une citation d'Hubert Védrine. Voilà. Pour moi, c'était important de voir comment les Rwandais eux-mêmes perçoivent les Français et de partir de cette question. Donc voilà, en tout cas, c'est un texte qui aussi décentre le regard par rapport, souvent aussi, à une forme d'européocentrisme. Et alors, qu'est-ce qu'il faut, en général, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une histoire nationale soit lucide sur les pages sombres d'un pays? Est-ce qu'il faut simplement le travail du temps? Est-ce qu'il faut que ce soit des historiens étrangers qui s'en emparent? On sait à quel point le rôle de l'Américain Paxton a été important pour dire ce qu'avait été le régime de Vichy. Est-ce qu'il faut que les verrous politiques, dont vous avez dit à quel point ils étaient nombreux sur le Rwanda, finissent par sauter? Est-ce que c'est l'ensemble de ces conditions? Enfin voilà, on voit bien qu'à différentes époques, il y a eu des silences, voire des dénis, voire des révisionnismes sur certaines époques. Là, en l'occurrence, parlons de la France, et qu'il y a des moments où ça a fini par sauter, par être comblé. C'est quoi les conditions de ça? Alors peut-être que chaque événement recèle ses propres conditions pour que le déni cesse. Pour ce qui concerne le Rwanda, le déni n'est pas du tout levé. On nous dit qu'il faut qu'il y ait des commissions d'historiens qui enquêtent dans les archives françaises pour déterminer le degré de responsabilité des uns et des autres afin de faire la lumière, et que à partir de ce travail, un discours de reconnaissance pourrait être prononcé. Or, on a vu les conditions de création de cette commission d'historiens qui ne comporte aucun spécialiste de l'histoire du génocide des Tutsis. C'est vraiment écrire l'histoire du génocide des Tutsis à partir des archives françaises. On a l'impression d'avoir une démarche complètement néocoloniale. Donc c'est pas avec ce type de commission qu'on va pouvoir éclairer le passé dans toutes ses nuances. Ce que je voulais dire, c'est que sur cette question, les faits sont établis.
qu'on ne nous fasse pas croire qu'il y a encore des points aveugles, des choses qui ne sont pas connues. Souvent, on entend les polémiques autour du rôle de la France, mais il y a des polémiques sur certains points, mais les faits sont établis et connus, et depuis très longtemps, grâce au travail, notamment de très bon travail des journalistes, grâce au travail d'un certain nombre d'historiens et de militants. Donc ce qui manque ici, c'est une véritable reconnaissance politique des erreurs et des fautes graves qui ont été commises par notre pays, donc entre 1990 et 1994 au Rwanda. Mais il n'y a pas d'enjeu sur l'ouverture des archives, parce qu'on dit toujours ça, que voilà, il faudrait notamment le rôle de l'Institut François Mitterrand là-dedans. Là, il n'y a pas un verrou spécifique dans les archives? Si, on n'a pas accès aux archives. Ça, c'est clair. On n'a pas accès aux archives parce que, effectivement, les archives du fonds Mitterrand sont verrouillées par Dominique Bertinotti, qui est vraiment une des gardiennes du temple avec Hubert Védrine de la mémoire de François Mitterrand. Donc c'est vrai qu'on n'a pas accès à ces archives. Il y a un fonds le fonds Françoise Carle, qui a été disséminé de manière après la mission d'information parlementaire. Il y a un fonds d'archives qui a été plus ou moins rendu public et a circulé sous le manteau. Donc on a quelques archives quand même. Puis je pense que beaucoup de journalistes travaillent sur les dossiers d'instruction aussi, puisqu'il y a des instructions qui ont été ouvertes en France. Donc on a quand même de la matière. On a aussi des témoignages. Voilà, il y a des choses, de la documentation disponible, même si en effet les archives françaises sur cette question sont complètement verrouillées. Mais les faits sont établis. Et puis encore une fois, au Rwanda, il y a des archives, il y a des éléments, il y a des témoignages. Donc la France ne peut pas se comporter comme une citadelle assiégée sur cette question. Concrètement, elle s'écrit où, l'histoire du génocide des Tutsis? Elle s'écrit d'abord au Rwanda, d'abord en France ou en Belgique, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis? Elle s'écrit essentiellement en France et au Rwanda. Donc c'est un paradoxe, c'est qu'il y a vraiment on va dire un effort historiographique qui a été investi par un certain nombre de chercheurs français, à la fois sur l'histoire intellectuelle du racisme qui a produit le génocide, je pense notamment aux travaux de Jean-Pierre Chrétien, et puis par d'autres chercheurs plus jeunes qui vont au Rwanda, ont une attention très très aiguë au terrain, qui vont travailler dans les archives au Rwanda même, et puis évidemment avec la collaboration des collègues rwandais. Mais c'est essentiellement en France, un petit peu en Belgique, que vraiment l'historiographie du génocide est en train de se construire. Et pas du tout aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a eu des politistes qui ont travaillé sur la question, mais il faut savoir que le champ académique états-unien est très marqué par une orientation défense des droits de l'homme, et qui ont l'opinion qu'ils ont, on va dire, sur le régime actuel au pouvoir au Rwanda biaise, si vous voulez, la lecture du génocide. Il y a une forme de lecture rétroactive à partir de la situation actuelle au Rwanda. Donc il n'y a pas beaucoup de chercheurs américains qui travaillent, même pas du tout, sur l'histoire du génocide proprement dite. Vous soulignez tout à l'heure que vous aviez voulu commencer votre texte pour l'histoire mondiale de la France par le terrain, et par le terrain du point de vue Tutsi. Est-ce que cette attention au terrain permet de déminer des sujets qui sont encore très polémiques, et surtout permet, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un mouvement révisionniste qui passe alors peut-être par des voies un peu différentes, parce que comme vous dites, en gros on sait les choses, il y a le terrain, mais du coup maintenant on voit le révisionnisme ou la thèse du double génocide qui a longtemps été en vigueur passer soit par des séries télé, soit par des polars, est-ce que le fait de structurer au fond le révisionnisme par des formes plus populaires, est-ce que ça montre une absence de savoir ou une vraie stratégie révisionniste qui veut ainsi contourner ce que les historiens ont pu établir? Je pense que ces formes, on va dire, populaires de banalisation du génocide plus que de négation frontale reviennent finalement, remettent sur le devant de la scène cette antienne de la guerre interethnique. Finalement, il n'y a pas de bon et il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Et bien si le travail sur le terrain permet justement
de montrer que dans un génocide, il y a des méchants absolus et des innocents absolus. C'est ça un génocide, quand les nourrissons sont jetés dans les fosses septiques après avoir subi de multiples tortures, bah là, je suis désolée, on peut pas avoir un discours en disant oui, tout ça est beaucoup plus compliqué, il faut nuancer, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler sur les formes même d'exécution du génocide pour montrer précisément qu'on est dans un type de violence particulier et qu'on n'est pas dans une violence anomique du tout. Voilà. Et je pense que ces récits qui font fond sur la guerre interethnique, ah oui, mais ceux qu'on croyait être les gentils sont en fait pas si gentils, sont un peu méchants, et donc eux aussi ils ont commis des massacres, en fait ne font que renouveler une théorie qui court depuis le génocide, celle du double génocide. Les Hutus et les Tutsis seraient autant coupables et innocents les uns que les autres. Mais si on dit qu'il y a un travail scientifique et de l'autre côté des formes de banalisation ou de révision du génocide qui empruntent des formes beaucoup moins académiques, est-ce qu'on ne manque pas notamment des passerelles? Il y a eu ce cas fameux d'un Que sais-je, donc quand même grande collection des PUF, qui, sans employer le terme de double génocide, finalement valider un peu cette thèse. Comment est-ce que vous expliquez qu'on puisse, je sais pas, il date bien un an et demi, oui. Donc comment est-ce que plus de 20 ans après, on peut se retrouver avec une collection scientifique, même si c'est une collection de vulgarisation, qui soutient ce genre de thèse? C'est d'autant plus grave qu'il n'y avait pas de manuel, enfin, on va dire, d'histoire, de livre de synthèse sur l'histoire du génocide. Il n'y avait que la première tentative de synthèse a été celle-ci, celle d'un Que sais-je rédigé par quelqu'un qui n'est pas tout à fait objectif dans cette histoire, puisqu'il a eu des accointances très fortes avec le régime d'Abiyarimana, et qui, effectivement, sans le dire de manière très explicite, renvoie à cette thèse du double génocide. Et lui, précisément, dit oui, il n'y a pas que des gentils et des méchants d'un côté et de l'autre, tout ça est beaucoup plus compliqué. En général, quand on dit oui, mais, il faut se méfier. Voilà, c'est la rhétorique du oui, mais. Oui, il y a bien eu un génocide des Tutsis, mais. Alors, donc, le génocide des Tutsis, en une phrase, c'est réglé. Et puis après, il y a tout un développement à partir du mais sur ce qui s'est produit ensuite concernant les massacres du FPR, notamment au Congo. Et donc, c'est quand même très dommage que cette première synthèse sur l'histoire du génocide ait été donc rédigée dans cette perspective. Et je pense que c'est parce que l'éditeur n'y connaissait absolument rien et qu'il y a une forme, je pense encore, de désinvolture sur une histoire africaine. Je pense qu'il y a une désinvolture un peu raciste sur cette histoire où finalement on peut dire à peu près tout et n'importe quoi, on peut écrire à peu près tout et n'importe quoi sans jamais avoir mis un pied même au Rwanda, qu'on se souvienne ici des livres de Pierre Péan, qui sont des livres franchement négationnistes et qui, lui, se vantait même de n'être jamais allé au Rwanda. Est-ce qu'on écrirait un ouvrage sur n'importe quel autre pays au monde en se vantant de n'y être jamais allé? Voilà. Mais comme c'est l'Afrique, j'ai l'impression qu'il y a une forme de désinvolture qui déjoue toutes les règles de la rigueur journalistique ou scientifique. Est-ce que ça joue aussi, parce qu'on sait à quel point, que ce soit dans le cas des Arméniens, mais aussi dans le génocide des Juifs, à quel point les communautés ont pu entretenir une mémoire et du coup imposer aussi la nécessité de faire une histoire et d'être droit sur cette histoire. Est-ce que là aussi, c'est le fait que c'est lié en France, qui sont les Rwandais français? Voilà, les Rwandais en France. Les rescapés en France sont une ultra minorité. Il y en a vraiment très peu. On ne sait pas combien ils sont exactement, mais ils sont vraiment très très peu nombreux. Et la France a accueilli essentiellement des gens, après le génocide, a accueilli des gens sur son territoire qui aujourd'hui se retrouvent traduits devant des cours d'assises parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir participé au génocide. Voilà. Et je voudrais juste citer un exemple. Il semble que le prochain procès aura pour accusé principal un homme qui a obtenu la nationalité française, alors qu'un rescapé vient de se voir
refusé précisément la nationalité française au motif que, étant militant dans une association de rescapés du génocide, eh bien, il serait un espion à la solde de l'État rwandais en France. Voilà encore où nous en sommes dans certaines administrations en 2018-2019. Toujours sur cette question de comment est-ce qu'on écrit l'histoire d'un génocide comme le génocide des Tutsis, on a vu émerger dans les 5-6 dernières années des textes, voire des livres émanant d'historiens des violences de masse. Il y a évidemment Stéphane Audouin-Rousseau, grand historien de la Grande Guerre. Qu'est-ce que ces regards d'anthropologues ou d'historiens de violences autres amènent à cette histoire du génocide des Tutsis, et inversement, est-ce que c'est la bonne manière de le comprendre? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne manière, il ne s'agit pas de distribuer les bons et les mauvais points, mais je pense que c'est très important que des historiens, des historiennes ou des anthropologues, de manière générale, des gens qui pratiquent les sciences sociales, s'intéressent à ce génocide, simplement pour l'universaliser un petit peu, le regarder... Eh bien, le sortir de sa gangue exotique, africaniste. D'ailleurs, il y a très peu d'africanistes se sont intéressés au génocide des Tutsis et sont essentiellement donc soit des jeunes chercheurs ou des chercheurs seniors, mais venant d'autres champs qui eh bien, ont travaillé sur le génocide des Tutsis. Et à mon avis, c'est très important que le génocide des Tutsis intègre l'histoire, on va dire, universelle des génocides, des génocides du XXe siècle. Et à ce titre, il faut saluer ici le travail immense, les efforts du Mémorial de la Shoah, qui est la seule institution en France à prendre en charge l'histoire et la mémoire du génocide des Tutsis. Donc le génocide des Tutsis est bien inscrit dans une histoire universelle, donc des génocides du XXe siècle, et je pense que c'est très important pour eh bien, déminer ce regard exotique et raciste d'un génocide lointain qui s'est produit donc en Afrique et qui ne concernerait que le continent. Et ça, parce qu'effectivement, là, il y a eu une grande exposition pour les 25 ans du génocide des Tutsis au Mémorial de la Shoah. On sait que cette mémoire, elle est constituée dans d'autres pays. Et est-ce que ce travail voilà, du Mémorial de la Shoah se fait aussi dans d'autres pays vis-à-vis du génocide des Tutsis? En Belgique, oui, mais toujours. Alors en Belgique, ça se fait aussi par le biais des associations juives ou arméniennes. Il y a une vraie solidarité, mais les diasporas rwandaises ne sont pas suffisamment rescapées, ne sont pas suffisamment constituées, importantes, pour qu'elles prennent elles-mêmes en charge cette mémoire dans les pays d'accueil. Au Rwanda, il y a une politique mémoriale très, très importante depuis la fin 1994. Et voilà, c'est vraiment des institutions liées à la mémoire et à l'histoire de la Shoah ou du génocide des Arméniens qui permettent de porter cette question du génocide des Tutsis. Et vous, alors, vous étiez encore très récemment au Rwanda. Comment est-ce que cette mémoire, alors, elle est organisée? Et jusqu'à quel point elle peut fonctionner dans un moment où aussi d'autres, notamment certains Hutus libérés de prison récemment, parce que jugent que l'entretien de cette mémoire ou la manière dont elle peut être faite est incompatible avec le fait de forger une société post-génocide. Oui, c'est une question très, très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire du génocide, elle a une histoire qui n'est pas encore... écrite, parce que chaque année, quand on va au Rwanda pendant la période de commémoration, il y a des nouvelles formes de commémoration qui émergent chaque année. Alors, effectivement, les discours qui sont portés pendant la commémoration du génocide sont très différents de ceux qui étaient portés juste après le génocide en 1995 ou 1996, où c'était beaucoup plus revendicatif. Là, il y a une volonté, si vous voulez... les slogans de la commémoration, c'est « Souvenons-nous, construisons le pays ». Ou bien « Reconstruisons la société ». Voilà, il n'y a plus de mise à l'index, si vous voulez, des acteurs rwandais dans l'exécution du génocide, parce qu'effectivement, il s'agit de... Enfin, le Rwanda est à ceci d'unique dans l'histoire, c'est qu'il a reconstruit, rebâti sa nation en intégrant les victimes et les tueurs. Donc, ce qui pose évidemment d'énormes défis. Mais
Au Rwanda, il y a plusieurs échelles de commémoration. Il y a les commémorations nationales, où là, effectivement, c'est un discours de réconciliation, de paix. Alors, tous les rescapés sont censés avoir pardonné, accueillir presque à bras ouverts les tueurs de leur famille. Bon, tout ça, c'est une image d'Épinal qui n'existe pas. Et puis, il y a les commémorations locales, organisées par les associations de rescapés elles-mêmes, où là, les discours sont un peu différents, où il y a... par exemple des chants, des poèmes qui rappellent de manière beaucoup plus crue, beaucoup plus directe le génocide et la violence des massacres. Et il y a un autre élément important dans la constitution et d'une histoire, d'une mémoire, c'est, vous avez commencé à en parler, mais je voudrais quand même que vous explicitiez, c'est le rôle de la justice. Bon, c'est pas la première fois, on sait à quel point Nuremberg a été important, mais là, ça circule à différentes échelles. Il y a au Rwanda ce qu'on a appelé les gacaca, qui étaient elles-mêmes des réinterprétations post-génocide de tribunaux traditionnels. Il y a les procès dont vous avez parlé en France. Il y a eu un tribunal pénal international pour le Rwanda. Comment est-ce que ces différentes enceintes judiciaires contribuent à écrire l'histoire, et est-ce qu'elles l'écrivent, pareil, de manière pertinente ? Alors oui, je crois que le génocide des Tutsis au Rwanda a été le plus diversement et le plus quantitativement aussi le plus jugé de l'histoire. Hein. Donc c'est aussi un paradoxe, c'est que lorsqu'on parle de la justice pénale internationale, on pense plus facilement à la Yougoslavie ou à Nuremberg qu'au tribunal pénal international pour le Rwanda. Or, le premier jugement pour génocide sur le fondement de la Convention de 1948, c'est bien le TPIR qui le prononce le 2 septembre 1998 et qui aussi, lors de ce premier jugement, reconnaît le viol comme un instrument de génocide. Donc il y a eu des avancées jurisprudentielles considérables qui restent encore très, très peu connues. Donc maintenant, le TPIR donc, et les gacaca, qui sont ces tribunaux de collines hein, qui ont bien traité la majorité des cas donc, liés au génocide au Rwanda, sont achevés. Et ce sont les tribunaux nationaux maintenant qui s'attellent à juger les personnes qui se trouvent sur leur territoire lorsqu'elles refusent de les extrader vers le Rwanda, et sur le fondement de la compétence universelle, puisque le génocide étant un crime de droit international, eh bien les juridictions nationales se dotent donc de lois de compétence universelle pour juger ces personnes sans qu'il n'y ait de lien de nationalité hein, entre les accusés, les victimes et les lieux des faits. Alors là, va s'ouvrir en octobre un procès contre 3 personnes en Belgique. La Belgique a été le pays qui a fourni des efforts les plus précoces dans la poursuite et le jugement des personnes qui se trouvaient sur son territoire. Et puis la France récemment, mais ce sont des procédures extrêmement longues. Il y a eu également des procès en Allemagne. Voilà. Donc il y a une dynamique judiciaire très différente, mais voilà, qui est très, très, très longue, en tout cas, pour ce qui concerne les procédures nationales. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure de voilà, l'implication, notamment via Turquoise, de la France, considérée comme co-belligérante par la plupart des Tutsis, est-ce que travailler comme chercheuse française auprès des rescapés, c'est toujours facile, ou est-ce que des fois... on pourrait dire, voilà, de même qu'ils ont eu peur de l'armée française, ils peuvent avoir un peu peur de vous? Non, c'est jamais eu ce type de problème. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des historiens, des jeunes chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur l'histoire du génocide des Tutsis sont français. Voilà. Et les Rwandais, en tout cas, savent très bien, font la différence entre le gouvernement de l'époque. 25 ans ont passé tout de même, donc par exemple les étudiants qui entrent maintenant donc, dans cette histoire et qui commencent à travailler sur le génocide des Tutsis n'étaient même pas nés en 1994. Donc il n'y a pas de défiance particulière à l'égard des Français. Peut-être que les responsabilités de notre pays sont une forme d'aiguillon pour nous aussi, d'aller travailler au plus près sur cette histoire. En tout cas, il n'y a pas de réaction d'hostilité de la part des Rwandais parce qu'on est français, pas du tout. Et ce sera ma dernière question avant qu'on fasse passer des micros dans le public. Mais justement, sur cette responsabilité, à la fois, on a entendu ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, il y a des archives inaccessibles, mais on sait les choses.
est-ce que néanmoins, nous, voilà, il se trouve qu'à Mediapart, pour les 25 ans du génocide, on a travaillé sur ce sujet. Il y a quand même des vidéos qui sont sorties. Est-ce qu'il reste pour vous, alors je ne vais pas employer le mot scoop, mais des découvertes à faire sur je sais pas, des mécanismes d'ordre, non pas tellement ce qui s'est passé, mais comment ça s'est mis en place et comment ça a été exécuté? Ce qui serait intéressant maintenant qu'on les faits de manière globale sont établis. On sait par exemple que la France a donné ou prêté avec des conditions très favorables au gouvernement rwandais des armes lorsqu'il était en guerre contre le FPR. On sait également, et ça on peut le voir même dans les revues militaires françaises, que les militaires français, un certain nombre de militaires français se sont engagés aux côtés des troupes gouvernementales dans les combats contre le FPR. Tout sont des choses que l'on sait. Et bien, ce qui serait intéressant dans les archives, c'est de voir concrètement quel type d'armes, en quelle quantité, etc., ont été vendus, donnés au gouvernement de l'époque. Ça permettrait, si vous voulez, de nourrir le récit de manière plus concrète. Mais en aucun cas, je pense qu'on trouvera une forme de scoop dans les archives, puisque la trame est connue. Peut-être qu'il y aurait des choses à voir sur après 1994. Comment est-ce que le soutien français à ces anciens alliés s'est perpétué dans les camps de réfugiés, auprès de certaines personnalités qui ont pu bénéficier d'un accueil très favorable en France, alors même que pesaient sur elles des soupçons de participation au génocide. Je pense qu'il y aurait des choses peut-être à voir sur l'après. Mais sur 1990-1994, l'essentiel est connu et c'est vrai qu'il serait bien que ce soit nourri d'exemples très, très concrets. Alors, il y a des jeunes gens avec des t-shirts rouges qui ont des micros. Si vous voulez, on doit libérer l'estrade pas trop tard parce qu'il y a la grande table de France Culture derrière. Mais monsieur, là, par exemple, au 2e rang. Bonjour, merci. Donc, en fait, c'est un génocide qui bouclerait un court XXe siècle du génocide, puisque le premier génocide a eu lieu en Afrique. C'est celui des Herero et des Nama, qui est encore moins connu que celui-ci. Et on sait à quel point les génocides se sont nourris des autres génocides. Si bien que le génocide de la Shoah, le génocide des Juifs et des Tziganes s'inspire des génocides arméniens et bien sûr des Herero. Et je voudrais savoir, moi, à quel point, au niveau, vous avez parlé du niveau horizontal, mais au niveau vertical, on connaissait ces génocides. À quel point, voilà. Donc j'arrive pas à avoir de réponse et on en parle très peu. À quel point les dirigeants eux-mêmes connaissaient ces génocides et auraient pu s'en inspirer également. Quant aux Français, je ne pose pas la question parce que ça, on le sait. Non, on n'a pas de preuve directe de connaissances qui auraient pu être mobilisées pour exécuter le génocide des Tutsis au Rwanda de la part des dirigeants. En revanche, si on doit trouver une racine commune à l'ensemble de ces génocides du XXe siècle, c'est bien l'idéologie raciale. Alors, voilà, le génocide des Tutsis, de ce point de vue-là, n'est pas lointain, n'est pas loin de nous, puisque l'histoire intellectuelle du racisme anti-Tutsi est liée à cette matrice idéologique raciste du XIXe siècle. On ne peut pas comprendre le racisme anti-Tutsi sans revenir à Gobineau, par exemple. Donc, voilà. Donc, il y a une matrice, si vous voulez, qui est commune, mais pas de lien direct. En tout cas, il n'y a pas de preuves, de documents qui permettent de penser que les extrémistes Hutus qui étaient à la tête du pays pendant le génocide se soient inspirés d'une façon de tuer particulière, donc liée aux autres génocides du XXe siècle. Sur la généalogie dont parlait Hélène Dumas, il y a un livre vraiment fondamental de Marcel Cavanda et Jean-Pierre Chrétien. Oui. Qui fait justement toute cette histoire pré-90, pré-1990. D'autres questions? Il y a madame et monsieur dans les chaises longues, là, et monsieur, là, vous êtes à côté, après on vous le donne. Merci. En 1994, on est en pleine cohabitation, et vous avez évoqué les points de vue peut-être un petit peu biaisés de François Mitterrand, vous avez fait allusion à Hubert Védrine, mais quel était l'enjeu de politique intérieure par rapport à la majorité parlementaire? Et donc, quelles ont été les réactions, si on peut le savoir, ou les idées du Premier ministre d'alors et du gouvernement?
Alors, il semble que c'est un des problèmes dont pâtit la reconnaissance aussi politique du génocide des Tutsis et du rôle que notre pays a joué, c'est qu'effectivement, il a eu lieu en pleine période de cohabitation. Donc, la droite ne peut pas s'en servir contre la gauche et inversement. Il semble qu'il y ait des factions autour de cette question qui n'est pas une question essentiel de débat au sein du gouvernement, puisque c'est encore une tradition bien établie que les affaires africaines, comme on dit, sont du domaine réservé du président de la République. Mais il semble que, pour ce qui est de l'opération turquoise, en tout cas, Édouard Balladur et le ministre de la Défense de l'époque, qui était François Léotard, est un petit peu tenté en tout cas de freiner les velléités martiales du camp de Mitterrand, Hubert Védrine, et qui était rejoint aussi par Alain Juppé. Et vous les retrouvez maintenant aujourd'hui dans les postures de défense de l'opération turquoise. Les plus ardents à la défense de l'opération turquoise et de l'honneur de l'armée française, c'est Alain Juppé, c'est Hubert Védrine, puisqu'ils défendent, en tout cas pour Hubert Védrine, aussi son propre rôle, puisqu'il était quand même secrétaire général de l'Élysée à l'époque, et la mémoire de François Mitterrand. Et Alain Juppé aussi s'est beaucoup investi dans la défense de l'opération turquoise. Et quand vous entendez aujourd'hui François Léotard, notamment dans un excellent film de Jean-Christophe Klotz qui s'appelle Retour à Kigali, une histoire française, il explique que Mitterrand avait une vision raciste de l'Afrique et il prend ses distances avec François Mitterrand. Mais ils n'ont pas eu, si vous voulez, à cette époque, suffisamment de pouvoir, de balance, ou ils n'ont pas voulu aussi s'investir sur cette question qui ne leur semblait que d'un intérêt assez secondaire. Il y avait monsieur et madame. Merci. Parmi ceux qu'on peut encore découvrir, est-ce qu'il n'y a pas la parole des militaires français qui n'a pas été encore assez ouverte? Et je le mets en rapport avec ce qui se passe au Sahel. Parce qu'on est en train de voir actuellement avec les Peuls une espèce aussi, c'est pas encore le génocide, mais on va vers une opposition très forte de ce qui se passe dans cette région, avec un soutien de la France très exprimé auprès du gouvernement du Mali. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir ça? Et il y a des militaires français actuellement qui commencent déjà à parler de l'opération Barkhane, etc., comme allant vers le mur. Mais est-ce qu'on peut faire un rapport? Merci. Je ne suis pas du tout spécialiste de ce qui se passe au Mali, mais en revanche, vous avez totalement raison sur le manque d'ouverture de parole des militaires français, y compris des militaires du rang, qui également ont été confrontés à une violence très très importante et qui sont revenus pour beaucoup malades. Dans l'exposition mémoriale de la Shoah, on a choisi justement de passer un extrait d'un jeune parachutiste qui a été envoyé au Rwanda en avril 1994 et qui a dû quitter l'armée parce qu'il avait subi donc un syndrome de stress post-traumatique, je vais y arriver, très très important. Donc je pense que l'armée française, plutôt que de s'arc-bouter sur des positions de défense et de déni, devrait se saisir de ce qui s'est produit au Rwanda comme d'une leçon à méditer pour précisément ces opérations extérieures, et en particulier au Mali actuellement. Mais je doute que ce soit le cas. Madame, et ensuite... Oui, moi je voudrais revenir sur la dynamique meurtrière horizontale que vous avez décrite, et vous avez cité les paroissiens. Et alors, donc, est-ce que l'Église et les archives du Vatican, ils devaient être informés? Est-ce que c'est pas un gisement intéressant, important, et même des témoignages directs de voisins d'Église, de paroissiens voisins? Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a une différence de langue entre les Tutsis et les Hutus? Ils parlent tous Swahili ou de langue? Ils parlent Kinyarwanda. Ah là, mon Dieu, je ne savais même pas. Mon Dieu, oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, justement, c'est ce qui est très intéressant dans l'histoire de ce racisme, c'est qu'il est véritablement construit sur une absence de différence. C'est quand même assez rare dans le monde d'ailleurs, pas seulement en Afrique, qu'on ait une unité linguistique très ancienne et très puissante. C'est une langue, le Kinyarwanda, c'est une langue qui a forgé la culture, une culture notamment littéraire très, très importante.
donc aujourd'hui encore, le Kinyarwanda est la langue des Rwandais. Le Rwanda n'est ni francophone ni anglophone, il est kinyarwandophone. Donc il y a une unité linguistique très importante, unité territoriale, puisque avant la colonisation, le Rwanda était un royaume, hein, en tant que tel, sous l'autorité et la tutelle d'un seul et même roi, et unité religieuse, puisque en 1994, la majorité de la population est chrétienne et catholique à près de 70%. Donc voilà, c'est quand même très particulier comme situation. Et les églises ont représenté des lieux de massacre extrêmement importants pendant le génocide. Ce sont des catholiques qui ont tué d'autres catholiques, hein, dans des églises catholiques. Alors voilà, c'est aussi du point de vue religieux, ça pose des questions considérables. Alors les archives du Vatican, ben oui, ce serait bien, mais là encore, je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Je pense que ce qui serait intéressant déjà au Rwanda, ce serait de pouvoir avoir accès aux archives des diocèses. Voilà, là encore, je crois que personne n'a tenté de demander ces archives qui doivent receler des informations extrêmement intéressantes. Mais on peut aussi, pour étudier cette question, avoir recours au procès. Il y a, par exemple, au tribunal pénal international pour le Rwanda, plusieurs prêtres qui ont été jugés. Donc il y a des éléments d'information sur le rôle de ces prêtres qui sont amenés par les procès, ou bien en France, le dernier procès qui a eu lieu, l'essentiel de la scène de crime qui a été examinée par les juges, c'était le massacre dans l'église de Kabarondo, donc le 13 avril 1994. Donc voilà, après, je pense que les archives du Vatican sont assez inexpugnables, donc je pense qu'il faudrait commencer par les archives paroissiales et les archives diocésaines au Rwanda, ce serait déjà bien. On est dans la cité des papes, donc ça peut être considéré comme un appel. Monsieur voilà. Avec la moustache au 5e rang, non je rigole, Edoui Plenel. Juste deux petites choses, d'abord en hommage à tout le travail d'Hélène Dumas, en complément sur le Mali. Il y a de quoi vraiment être inquiet, puisque le chef d'état-major des armées, lors d'une réunion avec le président de la République, où ils ont fermé les portes sur le Rwanda, a défendu la plus grande opération militaire française actuelle. Hein. Il y a 4000 hommes dans l'opération Barkhane, sans compter que c'est la plus grande opération des Nations Unies, la MINUSMA, il y a 14 000 hommes. Et évidemment, cela tourne très très mal. Et il a déjà eu cette formule à la fois de négationnisme sur le Rwanda et de négationnisme à venir, en disant « je ne voudrais pas que nos soldats soient accusés d'être complices d'un génocide ». Donc ce passé, c'est pas du passé, 25 ans après, il y a une présence. Et dans cette présence, c'est la deuxième chose que je voudrais dire, c'est évidemment tous ces acteurs qui sont toujours là. Le verrouillage, la privatisation, pour dire clairement, des archives de François Mitterrand par l'Institut François Mitterrand, avec Dominique Bertinotti, qui a été l'archiviste personnel pendant la présidence, avec un droit moral qui est celui de sa fille, avec évidemment Hubert Védrine et Gilles Ménage jusqu'à son décès, est au cœur de cela. Mais beaucoup d'autres acteurs sont là. Ça n'a pas été rappelé, mais dans le cabinet du ministre des Affaires étrangères, dont le directeur de cabinet était Dominique de Villepin, sous la cohabitation à l'époque, la personne chargée de l'Afrique et donc du Rwanda n'était autre que Nathalie Loiseau, qui a mené la liste En Marche aux élections européennes. Donc il y a une présence dans la longue durée comme ça. Et enfin, je voudrais aller dans le sens de ce qui a été dit sur le génocide des héros, et tout ça est documenté sur les parcours des soldats allemands, hein, qui ont participé ensuite à la brutalisation de l'Europe. Je crois que ce que tout ça nous rappelle, c'est que, et c'était ça qui a fait retour sur l'Europe avec le génocide des Juifs et des Tziganes par les nazis, c'est que tout ça, c'est lié à la question coloniale. On ne peut pas penser la question génocidaire sans revisiter la façon dont nous, l'Europe, nous sommes projetés sur le monde, et c'est toujours actuel dans notre histoire, par la colonisation, c'est dire qu'il y a une culture, un peuple supérieur à d'autres, et finalement, ça revient progressivement à barbariser l'autre, et donc, à un moment, à se dire, si c'est un barbare, ce n'est pas un humain, moi je suis un humain, donc je peux le tuer, enfin voilà. Monsieur.
Je vous remercie. J'ai une toute petite question, parce que j'ai en mémoire, en 62, mon professeur d'histoire au lycée de Valenciennes me disait « Les Belges, c'est incroyable, ils ont donné une carte d'identité aux Hutus et une carte d'identité aux Tutsis. » En 62, oui. Il a dit ça. Et donc, vous parliez de pas de différence. Il y avait au moins cela. Pourquoi les Belges ont fait ça? Les Belges ont introduit ces différences sur les cartes d'identité, sur tous les actes administratifs. Hein. Et cette politique du fichage, elle a été amplifiée par les régimes post-coloniaux qui se sont bâtis sur une définition du peuple comme race, c'est-à-dire nous sommes la race autochtone, nous les Hutus, donc nous devons absolument conserver le pouvoir. Et ces cartes d'identité, ce marquage ethnique, moi je reviens du Rwanda, je travaille dans les archives locales, c'est effrayant. Parce que le Rwanda n'était quand même pas un pays très riche dans les années 90, mais il paye des statisticiens locaux pour tous les mois envoyer des recensements qui, du bébé au mariage en passant par les décès, eh bien, recensent les Hutus et les Tutsis. Voilà, et les chiffres, voilà, cette politique, elle est voulue. Il s'agit de compter pour eh bien, asseoir sa légitimité sur une définition ethno-mathématique hein, du peuple. Donc voilà, effectivement, cette pratique, elle a été introduite par le colonisateur belge. Monsieur, sur les gradins. Merci beaucoup. Je voudrais poser une question assez simple. Il me semble que vous y avez déjà répondu, mais je n'ai pas très bien compris. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce massacre a été un génocide et pas une guerre civile, justement, entre deux ethnies? Alors, non, mais c'est une question importante parce que c'est le fait qu'on, dans une guerre civile, alors, comme tous les génocides, hein, le génocide des Tutsis s'est produit au cours d'une guerre civile. Donc c'est toujours ce qui est compliqué à comprendre dans les génocides, c'est qu'il y a un fond de guerre. Dans une guerre, eh bien, on a des combattants qui se répondent par le bruit des armes. Hein. Ce qui fait la différence donc, avec un génocide, c'est que dans un génocide, c'est toute une communauté définie comme telle qui est vouée à disparaître, y compris les non-combattants. À partir du moment où on extermine de manière systématique et avec une volonté d'exhaustivité, c'est-à-dire d'exterminer tout le monde, et on vise en particulier les femmes et les enfants, on est dans un génocide. On n'est plus dans un rapport de combat, pas forcément d'égal à égal, mais de combattant à combattant. Parce que les nourrissons, les bébés de 2 ans, ce ne sont pas des combattants, pas plus que les jeunes adolescentes qui ont été violées en masse au Rwanda. Et c'est ça qui fait la différence entre un génocide et une guerre. D'autre part, je le répète, les Tutsis ont été visés en tant que Tutsis, hein, selon voilà, une espèce de fantasmagorie raciale. Mais tous les Hutus n'ont pas participé au génocide. Heureusement, tous les Hutus n'ont pas été gagnés par une idéologie, puisque le racisme, c'est une idéologie. Tout le monde n'a pas adhéré à cette idéologie. Et certains d'entre eux ont pris des risques considérables, et certains ont payé du prix de leur vie le fait d'avoir tenté de sauver ou de sauver des Tutsis. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On a encore madame, là, au 4e rang, et monsieur après. Madame, merci. C'est très intéressant, surtout qu'on n'y connaît pas grand-chose, si ce n'est les souvenirs des informations à la télévision, il y a 25 ans. Donc, je vais poser une question bête, excusez-moi. Pourquoi il y a des jugements en France? Qui est victime? Qui est accusé? Et puis la deuxième question, c'est si vous dites que la France a été responsable, pourquoi la France en tant que pays n'a pas été jugée par une instance internationale, etc. Donc pourquoi en France il y a des gens qui sont poursuivis, qui portent plainte, ou je ne sais pas comment ça se passe?
Oui, oui, il y a des associations qui portent plainte, mais le procureur lui-même peut se saisir de cas. C'est vraiment une loi particulière. Ce sont des Rwandais. Alors, ce sont des Rwandais qui ont commis des crimes au Rwanda et sur des victimes rwandaises. Donc, il n'y a pas de lien de nationalité, il n'y a pas entre les acteurs du procès et le pays où ces procès ont lieu. C'est parce que le génocide, comme catégorie juridique, est le crime le plus grave dans la hiérarchie du droit pénal international, qu'un certain nombre de pays se sont dotés de lois de compétences universelles qui permettent précisément de juger, de poursuivre et de juger une personne qui est accusée pour cette infraction-là, alors même qu'il n'y a pas de lien de subordination entre eux. Donc voilà, donc la France, comme le principe, c'est juger ou extrader. Donc, comme le Rwanda a fait plusieurs demandes d'extradition d'un certain nombre de personnes qui se trouvaient sur notre territoire et que la France a refusé de les extrader vers le Rwanda, elle est dans l'obligation internationale de les juger. Voilà, ça c'est le cadre qui permet d'expliquer pourquoi. C'est vrai que c'est surprenant d'avoir et même parfois quand on rencontre des fonctionnaires du ministère de la Justice qui doivent organiser ces procès d'assises très compliqués à organiser, comme vous pouvez l'imaginer, ils se demandent mais pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ces histoires en France alors qu'il y a des dossiers franco-français à traiter. Mais ça, c'est les obligations internationales de la France, de la Belgique, enfin d'autres pays européens. Et la France n'a pas été jugée. Je ne vois pas devant quelle instance elle pourrait être jugée. Les Nations Unies, c'est pas possible parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité, donc par définition, il n'y aura pas de résolution qui serait prise, ne serait-ce que pour condamner sa politique de l'époque. Et puis, il faudrait pouvoir trouver des types de responsabilités individuelles. Enfin, je pense que juridiquement, ça pose vraiment des problèmes. Voilà. Et puis c'est une part de responsabilité, si vous voulez. Il ne faut pas non plus pousser le curseur trop loin en imaginant que des militaires français ont participé directement au génocide. Ça n'a pas existé. Si vous voulez, c'est une forme de soutien au régime criminel qui, effectivement, est condamnable sur le plan historique, moral, mais peut-être pas devant les tribunaux. Monsieur sur les gradins, monsieur au fond, et après on devra libérer l'estrade. Merci. Alors, est-ce qu'avant que les violences de masse commencent, il y avait déjà des restrictions, par exemple au niveau de l'interdiction à certains métiers ou l'interdiction à certaines fonctionnalités publiques entre les Hutus et les Tutsis? Un peu comme ça peut être le cas avec le génocide des Juifs. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas entre les Hutus et les Tutsis. Là encore, c'est un régime qui se définit Hutu, qui se définit racialement comme Hutu, qui va entre 1962 et 1994 introduire une forme de discrimination institutionnelle à l'encontre de la minorité Tutsi. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des statistiques. Les statistiques, elles servent à contrôler le nombre des Tutsis dans la population pour leur restreindre l'accès à l'enseignement secondaire. Et il n'y avait pas de Tutsis dans l'armée, il n'y avait pas de Tutsis très peu dans la fonction publique. Voilà, puisqu'ils étaient vraiment discriminés de manière très, très importante. Monsieur. Oui, bonjour, je voulais savoir, est-ce qu'on ne serait pas en train de rejouer un peu la même chose au Yémen? C'est-à-dire que de servir, c'est peut-être un peu une analogie un peu hasardeuse, mais de servir d'alibi à un pays, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, pour exterminer une population. Et je voulais savoir aussi, par rapport à la question de Sankara, au Burkina Faso, est-ce que vous avez des idées de ce qui a pu se passer sous l'époque mitterrandienne également? Non, je sais pas du tout. Je connais pas du tout. Enfin, je connais comme ça l'histoire de Thomas Sankara, mais je n'ai pas d'éléments particuliers à apporter pour vous répondre. Pour le Yémen non plus, d'ailleurs, à ceci près que ce qui m'a beaucoup surprise, c'est cette manière qu'on retrouve dans la manière de justifier la vente d'armes à des pays qui commettent des exactions et des crimes contre l'humanité, exactement les mêmes mécanismes de défense que pour le Rwanda. Mais on ne sait pas, il faut attendre et puis en plus de convoquer des journalistes... Des armes défensives, mais pas offensives. Hubert Védrine a dit exactement la même chose, parce que c'est quand même très grave, si vous voulez, de fournir des armes
à une armée qui est en train de commettre un génocide au Rwanda. Et Hubert Védrine a expliqué, je crois en 2014, devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, que bien oui, la France avait livré des armes à l'armée rwandaise, mais que ces armes n'avaient pas l'armée rwandaise n'avait pas participé au génocide avec ces armes-là. C'est exactement le même argument que pour le Yémen. Et donc là encore, cette cécité, ce déni sur le Rwanda, où vraiment ce cynisme et ce soutien à un régime criminel n'a pas été médité, eh bien on reproduit les erreurs, les mêmes erreurs, et avec les mêmes modes de défense. C'est incroyable. Voilà. Alors... Court. Sur le Yémen, c'est précisément en effet ça. C'est-à-dire, nous sommes convoqués devant la DGSI pour avoir révélé un mensonge d'État qui était qu'en effet, ces armes servent de façon active contre les populations civiles au Yémen. C'est vraiment la démonstration qu'il faut une presse indépendante face à des questions comme ça et des chercheurs indépendants. Alors... on va devoir céder les micros à France Culture, mais si vous voulez prolonger la discussion, on peut se retrouver à la table de la librairie où il y a non seulement l'histoire mondiale de la France, les ouvrages d'Hélène Dumas, la revue du Crieur avec un article que Hélène Dumas devait coécrire, mais sur l'écriture du génocide qui a finalement été fait sans elle, et éventuellement, si vous avez le grand tort, comme le vient de le dire Edoui Plenel, de ne pas être abonné à Mediapart, on peut vous donner un code d'accès gratuit pendant 1 mois. Merci en tout cas à tous les deux.